Très bien. Ok. Donc, on a déjà une première question. C'était par rapport, on se croirait aux grosses têtes. C'est ça. Première question de Marie-Gabrielle de Paris. Ah Oui. non, roman sur C'est une Isère question maintenant. rouge ou une question bleue? J'en ai pas établi. Aux grosses têtes du centre Kala Chakra. Parce qu'il a marqué des trucs et tout ça. Tu sais comment ils font toujours. Alors, Ils enlèvent. Bon, alors, allez. attends, je vais couper juste le son ici. Voilà, très bien. Alors, c'était quoi la question? Qu'est-ce que c'est contour? Alors, contour, la définition de contour, c'est ce qui est approprié pour être un contour. C'est vrai? Oh, bah Oui, d'accord, c'est je vais aller loin avec intéressant. ça. C'est Yipsilon tibétain, donc ça veut dire ce qui est approprié pour être un contour. Ça veut dire qu'il y a certaines définitions, ils ne se prennent pas vraiment le chou à expliciter, il faut les percevoir. Ouais. Donc il faut directement en avoir l'expérience d'un contour. Si tu regardes sur les formes, attends, je vais faire le partage Oui, d'écran parce que avec les je formes. suis effectivement sur le document que tu as envoyé, contour, long, court, haut, bas, angulaire, circulaire, Excellent. égal, inégal. Oui, tout à fait. Contour, c'est silhouette à peu près? Ou Ah, pas? pardon. Est-ce que contour, c'est un peu silhouette? C'est silhouette, exactement. Tout à fait. D'accord. C'est synonyme. Ok, ah bah merci, Ouais. ouais, super. C'est beaucoup plus clair, effectivement, déjà. Ouais. Donc ça veut Il y dire, en par a 8. exemple, si vous prenez la forme circulaire, par exemple, la forme circulaire, c'est nécessairement pas bleu, parce que bleu est une couleur, ouais. Oui, Et un contour et une couleur sont nécessairement contradictoires. voir, d'accord. Ouais, très bien. Oui. Mais les deux ont besoin l'un de l'autre, parce que on pourrait se dire à la rigueur, par exemple, si vous êtes en haut, au sommet d'une montagne, et qu'il y a un confinement, qu'il n'y a plus du tout d'avions dans le ciel, et qu'il y a un ciel bleu magnifique, et que vous ne voyez que le ciel bleu, dans ce cas-là, on pourrait dire à la rigueur qu'il n'y a pas de contour, qu'il n'y a qu'une couleur. À la rigueur, pourquoi pas. Mais dans l'immense majorité des cas, s'il y a l'un, il y a l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'un soit l'autre, et inversement, ouais. Ok. Ben non. Non, alors, ils apparaissent ensemble à la même perception. Exactement. Donc ça Est-ce veut qu'on dire peut quoi? dire qu'ils sont de la même entité? Exactement, c'est ce qu'a dit Geshe-la ce matin. Il a dit, si deux phénomènes apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément, ça veut dire qu'ils sont une même entité, ouais. Oui. Donc, deux phénomènes d'une même entité peuvent être contradictoires. Exactement. D'accord. Ah ouais, ouais. Par exemple, la personne et ses agrégats. La personne et ses agrégats, quand on perçoit les agrégats d'une personne, on perçoit la personne, ouais. On ne perçoit pas la personne dans la cuisine et les agrégats dans le salon, sauf si on habite un mini-studio. Mais normalement, on n'a pas la personne dans la cuisine et les agrégats dans le salon. Où se trouvent les agrégats de la personne, se trouve la personne. Et où se trouve la personne, se trouvent les agrégats de la personne, ouais. Oui. Donc, ils sont une même entité, mais rien ne peut être à la fois les agrégats de la personne et la personne. La personne est contradictoire avec ses agrégats, ouais. Oui. Oui. Ça parle à tout le monde? Oui, ils sont liés. Oui. Excellent, excellent. Okay. Et une autre petite question rapide, c'est vraiment une histoire de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est exactement isolant? Alors, l'isolat, un isolant, ça peut être du caoutchouc, etc. Oui, d'accord. Et un isolat, un isolat, c'est décrit comme étant, par exemple, l'isolat de tasse. L'isolat de tasse est décrit comme étant l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Ouais. Donc, dans l'univers, par exemple, vous avez cette tasse ici. Cette tasse, dans l'univers, qu'est-ce qui est un avec tasse? Avec cette tasse? Cette tasse. Uniquement cette tasse. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est-à-dire que vous avez cette tasse et vous avez ce qui est un avec cette tasse et vous avez ce qui n'est pas un avec cette tasse. Vous avez tout le reste. Ouais. Donc, ça veut dire que cette tasse est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec cette tasse. Vous éliminez tout ce qui n'est pas un avec cette tasse, vous avez cette tasse. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on voit écrit quelquefois avec pôle négatif? Avec pôle négatif, qu'est-ce que ça veut dire ça avec pôle C'est sur les piles. Il faudrait que je retrouve. Mais bon, quand je retrouverai, je t'en parlerai. Ok. Ouais, Donc isolant. Ok. Ouais. Donc l'isola, en effet, ça veut dire, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. Il dit que naturellement, toutes les choses sont l'exclusion de ce qui n'est pas elles. C'est-à-dire que
Ça veut dire que vous avez cette tasse. Cette tasse est nécessairement l'exclusion de ce qui n'est pas elle. C'est-à-dire que si vous choisissez cette tasse, par exemple, vous avez cette tasse dans un placard, si vous choisissez cette tasse, c'est nécessairement au détriment des autres objets. D'accord. Ouais. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que Oui. si vous choisissez de concevoir cette tasse ou d'appréhender cette tasse, vous nécessairement l'appréhendez ou vous la conceptualisez nécessairement au détriment de tout le reste. Ouais. Ouais, C'est ça que ça d'accord. veut dire. Nécessairement, n'importe quel phénomène est nécessairement l'exclusion de ce qui n'est pas lui. Ouais. Oui. Mhm. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Ok, Oui. merci. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'isolat conceptuel. Ça veut dire que vous pourriez conceptuellement isoler cette tasse de sa forme, par exemple. Ou conceptuellement, vous pouvez isoler cette tasse de son impermanence. Ah, voilà. Conceptuellement, ouais. Conceptuellement, cette tasse et son impermanence sont distinctes conceptuellement, ouais. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ça veut dire qu'elles sont différentes. Mais pour la perception directe, quand vous percevez cette tasse, vous percevez nécessairement une tasse impermanente. C'est-à-dire que l'impermanence de cette tasse et cette tasse sont une même entité. Avec deux isolats différents. Mais deux isolats différents, deux isolats conceptuels différents. Ça joue? Oui, Oui, oui. oui. Waouh, magnifique. Ça, c'est très important. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, par exemple. Est-ce qu'une table et sa couleur sont contradictoires ou pas? Alors, contradictoire. Bah, oui. Quantité de isolats Oui. différents. Les isolats Pareil. sont Il n'y a aucune base contradictoires. commune. Il n'y a aucune base commune entre table et couleur. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse être une table et une couleur. Ah Oui. bah non. Ouais. Oui. Malgré tout, la table et sa couleur sont une même entité parce qu'elles apparaissent en même temps et n'apparaissent pas séparément. Oui. D'accord. Oui. Ça Ok. joue? C'est là Ok, où on ok. voit qu'il y a des raffinements dans l'épistémologie bouddhiste et les débats permettent de comprendre ça. C'est qu'il y a des distinctions qui sont soit du côté de l'objet, soit du côté du sujet. Si c'est une distinction du côté du sujet, ça veut dire que c'est une distinction minimaliste. C'est-à-dire que, par exemple, si du point de vue de votre conscience conceptuelle, vous distinguez produit et impermanent, Mhm. les deux sont nécessairement différents. Mhm. Ils sont nécessairement pas un, en tout cas. Ouais? Très bien. Et donc, ça veut dire que c'est du point de vue conceptuel. Mais si vous avez une table en face de vous, vous observez une table, vous observez nécessairement un produit et vous observez nécessairement un impermanent. Donc, du côté de l'objet, vous ne pouvez pas faire la différence. Ce qu'on Non, peut ça dire, veut c'est que l'entité, est-ce que l'isolat, c'est toujours conceptuel? L'isolat Je est crois. nécessairement conceptuel. Voilà. Ouais. Et est-ce que la même entité est nécessairement de perception directe? Normalement, oui. C'est du côté de l'objet. Ça veut dire que c'est dans la définition d'une même entité. Ça veut dire que s'il pouvait apparaître à une perception directe, il n'apparaîtrait pas séparément. Ouais. C'est ça. Donc, l'entité, c'est côté perception directe et l'isolat, c'est toujours côté conceptuel. Alors, l'identité d'entité, la même entité, hein, parce La que même entité. l'identité, Non, ça oui, peut être d'accord. conceptuel aussi. Hein. La même entité. Voilà. OK. Donc, c'est là où on voit que dans la philosophie bouddhiste, on commence toujours par faire sa distinction, perception-conception. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui est similaire du point de vue de la perception? Qu'est-ce qui est similaire ou différent du point de vue de la conception? Ouais. Ouais. Mhm. Ça, c'est fondamental, parce que c'est comme ça qu'on analyse le soi et le non-soi pour le Madhyamaka. Est-ce que la personne est une avec ses agrégats? Est-ce qu'elle est différente de ses agrégats, etc., etc. Ouais. Mhm. Ok, très bien, bravo. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la personne est une entité avec ses agrégats, parce que si on perçoit les agrégats d'une personne, on perçoit la personne, mais la personne n'est pas une avec ses agrégats. Qu'est-ce qui est un avec la personne? La personne. La La personne. La personne. 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 Bravo. Magnifique. Magnifique. Donc là, c'est pareil pour le cheval blanc d'Henri IV, etc. ou le chat blanc, etc. C'est pour ça qu'on en a parlé hier. On a commencé à évoquer un petit peu ces choses-là pour que ce soit un peu plus facile pour vous aujourd'hui, enfin pour nous tous en tout cas. D'essayer de voir que la personne n'est pas son corps. Mhm. La personne n'est pas son esprit. Ouais. Oui. Normalement, pour le Prasangika en tout cas. Après, pour les écoles philosophiques plus basiques, si on cherche l'illustration de la personne, on doit trouver quelque chose. On doit trouver la conscience, le continuum de conscience ou le composite des 5 agrégats, etc. Pour ces écoles-là, il faut trouver quelque chose. Si on ne trouve rien, c'est comme si ça n'existait pas du tout. Mhm. Donc, pour ces écoles basiques, il faut trouver quelque chose. Si on cherche vraiment la personne, on doit trouver quelque chose qui illustre la personne, qui doit être la conscience de la personne, pour l'école Sautrantika.
Mais en général, ils sont d'accord pour dire qu'une personne, c'est un composé non associé. C'est désigné en dépendance de l'un ou l'autre des agrégats ou en dépendance de tout ou partie des agrégats. C'est un phénomène imputé. Ouais, c'est un phénomène Oui. imputé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Ça veut dire que c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Donc, ça veut dire que le corps de la personne n'est pas la personne. Mhm. Ouais. Donc, ça veut dire que si on dit blanc, c'est nécessairement quelque chose de matériel. C'est nécessairement atomiquement établi, ouais, blanc. Oui. Ou gris, ou rouge, etc., etc. Donc, si c'est matériel, comment est-ce que ça peut être une caractéristique de la personne? Puisque la personne est impermanente, mais n'est ni forme ni conscience. Elle est composée d'une forme et d'une conscience. Exactement. On pourra dire en effet qu'elle possède, d'une certaine manière, c'est comme ça, c'est pour ça que Geshe-la a dit ce matin, il a dit la couleur du Bouddha Amitayus. Ouais. Ça veut dire qu'ici, en effet, ça veut dire qu'on peut dire d'une certaine manière que la personne, parce qu'elle possède un corps, elle a un corps, puisqu'on dit mon corps, mon esprit, etc. Et à ce moment-là, puisque le corps est matériel, le corps lui-même a une couleur. Mhm. Ouais. C'est pour ça que par ricochet, on peut dire la couleur du Bouddha Amitayus. Mhm. Si on dit, comme il a dit ce matin, c'était quoi? Il a dit la personne a une couleur. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est comme si le phénomène impermanent, qui n'est ni forme ni couleur, aurait une couleur. Mhm. S'il avait une couleur. Ouais. Et quand on dit aussi la personne a un corps, alors c'est pas tout à fait correct non plus. Alors, oui, on peut dire le corps de la personne. Si on suit le raisonnement de ce qu'a dit Ganla ce matin, en effet, on peut dire que le corps de la personne, mais on ne peut pas dire que la personne ait un corps. On ne peut pas le dire littéralement, parce que ça voudrait dire que la personne, en tant qu'impermanent, qui n'est ni forme ni conscience, aurait une forme. Ouais, alors il n'y a pas un chef, Est imputé sur son corps, il faut dire. Oui. il n'y a pas un chef des agrégats, donc il n'y a pas une personne qui a Ah. un corps. Voilà, exactement. C'est ça qu'il a dit ce matin. Il a dit que s'il y avait une personne autonome par rapport aux agrégats, cette personne qu'on qualifierait comme ayant ceci, comme ayant cela, etc., cette personne ne pourrait pas être qualifiée par le non-soi, par exemple. Mhm. Elle aurait un soi autonome, autosuffisant, etc. Mais elle n'en a pas. Donc elle est nécessairement désignée en dépendance des agrégats. Elle ne peut pas être... ce serait une erreur de dire qu'elle serait séparée des agrégats ou qu'elle serait le boss des agrégats, etc. Ouais. Merci. Dans cet exemple-là, par rapport à la couleur de la personne, tu devrais préciser la couleur du corps de la personne. Exactement. Tout à fait. On devrait dire la couleur du corps de la personne. Ouais. Et même le corps, c'est un peu difficile. Pour le cheval, par exemple, c'est la couleur de la robe du cheval. Ouais. Ouais. C'est même pas la couleur du corps. C'est parce que Non, la couleur du corps, base d'imputation de la personne, il faudrait dire. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'elle n'a pas vraiment, oui. Et encore, on ne peut même pas dire que le corps soit blanc. Parce que si le corps était blanc, ça veut dire que toute l'entité du corps serait blanc. La chair serait blanche, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Ouais. Non, la surface ou la robe de la couleur du cheval. Ouais, exactement. La couleur de la robe du cheval. On en perd son latin. Hein. Ça joue jusqu'à maintenant? Ouais. Oui. Ah, magnifique. C'est super, vous assurez grave. Parce que, comme a dit Ganla, les moines commencent par ça et au début, ils ont forcément des discussions très surréalistes parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement de quoi ils parlent. Si vous comprenez déjà tout ça, c'est déjà énorme. C'est vraiment énorme. Là, vous êtes déjà des professionnels de la philosophie bouddhiste. C'est très rare. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare. Si vous discutez avec des bouddhistes dans le monde entier, etc., de ces choses-là, vous verrez que en fait, vous êtes très fortunés, très privilégiés. Très bien. Donc, est-ce que le premier débat, ça a été? Ouais. Le premier débat, c'était quoi la conque, la couleur d'une conque blanche? Ouais. Normalement, c'est assez facile, ouais. Mhm. Oui. Donc, normalement, en tibétain, c'est beaucoup plus résumé, comme j'ai dit ce matin. C'est juste Kachi Nare, Kadoina Yembe Kapsena, etc. Et après, il y a juste 3 petites phrases, etc. Mais moi, je l'ai décomposé pour qu'on commence par dire pourquoi et la raison n'est pas établie, etc., etc. Et en tibétain, c'est beaucoup plus synthétique. Très bien. Donc, comme a dit Ganla, personne ne se pose la question est-ce que toutes les couleurs sont blanches ou est-ce que toutes les couleurs sont rouges? Personne n'ira dire ça. Ouais.
mais c'est juste pour qu'on apprenne à dire que veut dire, comment est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'on dit la raison n'est pas établie, pourquoi on ne dit pas d'implication. Ouais, ça normalement vous l'avez parfaitement compris. Ouais. Ouais, Ça va. ou pas? Pour qui est-ce que... J'avais Oui, un vas-y. nid, enfin, je ne sais pas si c'est le moment, mais Oui, oui, c'est j'ai fait pour. un questionnement par rapport à cognition fausse et cognition erronée. Parce que ce matin, il a demandé à un moment donné, je ne sais plus ce que c'était, est-ce une cognition fausse? Et en fait, ça peut être une condition, conception, pardon, erronée, mais pas fausse. Oui, exactement. Et pour voir la différence un peu. Alors la différence, il faut bien comprendre les définitions de chacune, ouais. Très bien. Donc s'il y a deux contextes différents, quand on parle de cognition fausse, il y a deux contextes différents. Soit on parle des 7 types de cognition dans l'ORIC. Ouais. Donc dans ce cas-là, il y a une définition, il y a un écho. Il y a un écho quelque part. Ah ok, pardon, c'était toi? Ouais, je suis Désolé. Ouais. Donc, quand on étudie l'ORIC, vous savez qu'il y a 7 types de cognition. Ouais. Cognition fausse, le doute, la supposition correcte, la cognition valide, etc. etc. Ouais. Oui. À peu près, ouais, ça vous parle? Ok. Je n'ai pas Donc, étudié le RIC. Ah bon? Donc, Ok. non. Non, moi non plus. Voilà. Est-ce que vous nous entendez là? Oui. Oui. Ah, parce qu'on était dans le... On avait un peu perdu. On a posé toutes les questions et tout On ça, avait un on peu était perdu pas- le son. Ah, ok, désolé. Désolé. Ah, non, il y a pas de mal. Ouais. Vous nous suivez, vous nous entendez? Mais là, maintenant, oui, mais là, on n'avait rien. C'est vous qui nous entendiez plus. Ah, ok, d'accord. Je t'avais posé des questions et tu ne répondais pas. Vous avez dû croire, mais elle est devenue snob. C'est pas toi qui répondais pas, c'est le micro qui ne transmettait pas. Très bien. Donc, on va voir vos questions tout de suite après. Donc là, il y a cognition fausse, cognition erronée. Ouais, conscience fausse, conscience erronée. Donc, quand on parle des 7 types de cognition, si vous faites le basic programme, normalement, ce sera étudié. Il y a 7 types de cognition quand on étudie les différents types de cognition. Est-ce que, par exemple, vous voyez de loin, vous voyez une forme et vous dites coucou. Alors, vous m'entendez? Ok, parce que si vous parlez en même temps, ça va être difficile. Ouais? Vous m'entendez? Oui. Ah, super, très bien. Donc, si par exemple, vous êtes au loin, vous êtes dans la campagne, vous vous baladez à côté de Nalanda, etc., et vous voyez quelqu'un au loin, vous faites coucou. Et là, vous vous rapprochez, vous voyez que c'était un épouvantail. C'était quoi quand vous avez fait coucou? C'était une cognition fausse, une cognition valide, c'était quoi? Fausse et erronée. Plutôt fausse. C'était, C'est une fausse. on se trompait sur toute la ligne, ouais, exactement. Donc, quand c'est parmi les 7 types de cognition valide, la définition, c'est donc, c'est une cognition qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet. Oui, exactement, vis-à-vis de son objet. C'est-à-dire qu'on croit que c'est un être humain alors que ce n'est pas un être humain. On est complètement à côté de la plaque. On est à l'opposé de la réalité. Ouais. Ok, très bien. Et donc, quand on fait la distinction cognition fausse, cognition erronée, la cognition fausse est définie comme étant une conscience qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Ouais. Une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, c'est-à-dire vis-à-vis de l'objet qu'elle est censée comprendre. Ouais. Très bien. Et quand on parle de cognition erronée, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, l'objet apparent. Ok. Donc, si par exemple, pour dire qu'une cognition conceptuelle est nécessairement erronée, il faut prendre l'image du miroir. Il faut prendre l'image du miroir. Donc, vous essayez de vous regarder dans le miroir. Ouais. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui apparaît à votre esprit? Qu'est-ce qui apparaît directement à votre esprit? Votre visage ou le reflet de votre visage? Le reflet. Le reflet. Le reflet est l'objet apparent. Ouais. Très bien. Mais est-ce que vous allez raser le reflet sur le miroir ou est-ce que vous allez vous raser vous ou maquiller le reflet sur le miroir ou vous maquillez vous? Ça dépend des matins. Ça dépend des matins. Alors, dans vos moments les plus lucides. Plutôt nous-mêmes que le reflet. Oui, exactement. Très bien. Donc ça veut dire que vous allez en effet appréhender votre visage au travers du reflet. Ouais. Donc
l'objet apparent, c'est le reflet, et là, c'est erroné, parce qu'il il vous donne l'impression que c'est votre visage. En plus, il y a la gauche qui est à droite et la droite qui est à gauche, etc. Donc, c'est erroné, vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Le reflet, très bien. Mais vous n'y croyez pas, mais vous savez très bien que ce n'est pas votre visage qui est là. Vous savez très bien que votre visage est là. Donc, votre visage, vous le comprenez. Vous vous engagez vers votre visage. Votre visage est votre objet d'engagement. Ouais? Très bien. Ouais. Ou objet de compréhension, ou objet du mode d'appréhension, tout ça, c'est équivalent. Ouais? Donc, c'est votre visage. Vous ne vous trompez pas sur votre visage. Donc, ça veut dire que votre conscience ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement. Donc, elle n'est pas fausse. Ce n'est pas une cognition fausse. Ouais? Mais votre conscience est trompée à l'égard de l'objet apparent, parce qu'on n'a pas le choix. Le reflet ne sera jamais le visage. Ouais? Donc, votre conscience est une conscience erronée, mais n'est pas une conscience fausse. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Et donc, quand on pense, c'est nécessairement comme ça. Quand on pense à nos chaussures, l'objet d'engagement, c'est quoi? Les chaussures. Les chaussures, exactement. Et donc, vous ne vous trompez pas sur l'objet d'engagement. Si vos chaussures existent, etc., et qu'elles sont bien telles que vous les envisagez conceptuellement, tout va bien. Votre conscience conceptuelle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement. Donc, ce n'est pas une cognition fausse. Mais là, ce qui apparaît à votre conscience, c'est quoi? Les chaussures ou l'image de vos chaussures? L'image de vos chaussures. Et cette image donne l'apparence d'être vos chaussures sans être vos chaussures. Et donc, c'est pourquoi la conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Ça joue? Oui. Oh, magnifique. Ça, c'est très, très important. Très important. Pour expliquer pourquoi la conceptualisation, le raisonnement, etc. sont si importants dans notre voie sotériologique, dans notre voie vers la libération, la conceptualisation est très importante, très utile, parce que même si elle est erronée, elle n'est pas nécessairement fausse. Au contraire. Dans l'erreur, là, il n'y a que la conscience visuelle qui est erronée. Parce que quand on appréhende l'objet d'engagement, les chaussures, donc là, on ne se trompe pas, c'est la conscience qui ne se trompe pas. Mais on voit l'image des chaussures, c'est la conscience visuelle qui se trompe, ce n'est pas la conscience générale. Comment ça? Si on pense à nos chaussures? Oui. Non, si on voit si on dit, voilà, si on voit l'image des chaussures, oui. Je ne comprends pas le distinguo entre la conscience, erronée et la conscience visuelle. Oui, tout à fait. Donc, en fait, là, l'histoire du miroir, c'est un exemple. Hein. C'est vraiment un exemple. Oui. Ouais. Mais ça veut dire que cet exemple-là, il a ses limites. Ça veut dire que le miroir, c'est pour évoquer la conscience conceptuelle. Ouais. D'accord. C'est pas pour évoquer la conscience visuelle. Parce que la conscience visuelle, on va dire que pour la conscience visuelle, la table que vous voyez, la table, pour la conscience visuelle, est l'objet d'engagement de cette conscience visuelle, et elle est aussi l'objet apparent de la conscience visuelle. Ouais. Très bien. Si on parle uniquement de la table, on ne parle pas de son impermanence et d'autres choses qui échappent à notre certification. Si on parle de la table est l'objet d'engagement de la conscience visuelle, c'est ce qu'elle comprend, c'est ce que la conscience visuelle réalise, et c'est aussi l'objet apparent, parce que c'est ce qui se manifeste directement à la conscience visuelle. Ouais. Donc ça veut dire que si on voit une table orange alors qu'elle est jaune, à ce moment-là, non seulement on se trompe à l'égard de l'objet apparent, mais en plus, on se trompe nécessairement à l'égard de l'objet d'engagement. Donc, si on a une perception directe, si on a une perception directe qui est erronée, elle est nécessairement fausse. Ça parle à tout le monde? C'est quoi? Alors qu'une conscience conceptuelle est nécessairement erronée, mais n'est pas nécessairement fausse. Ouais. Ça Je joue? n'ai pas vraiment compris, on ne peut pas tout comprendre, c'est déjà un peu. Déjà pas mal. Ouais. Est-ce qu'il faut que je répète? Oui, à propos de une perception directe. Voilà, c'est par exemple. Forcément, et si elle est fausse, elle est forcément erronée, d'accord? En fait, si elle est erronée, elle est nécessairement fausse. Voilà, mais à l'inverse. Mais en effet. Mais à l'inverse, c'est pas sûr.
Alors, à l'inverse, en effet, ça jouera pour les autres écoles. Pour les Sautrantika, en effet, si c'est erroné, pour les perceptions directes, si c'est erroné, c'est nécessairement faux. D'accord. Ouais, et si c'est faux, c'est nécessairement erroné. Mais pour le Prasangika, pour le Chittamatra, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, toutes nos perceptions visuelles, auditives, olfactives, toutes nos perceptions sensorielles d'être ordinaires, et même nos consciences mentales d'être ordinaires, sont toutes erronées. Voilà. Elles ne sont pas nécessairement fausses. Tant qu'on n'a pas atteint, tant qu'on n'a pas réalisé la sagesse et la vacuité. Exactement. C'est ça qui fait que c'est erroné. Exactement. C'est-à-dire que il n'y a que, pour les Prasangika, par exemple, il n'y a que la sagesse en égalité méditative sur la vacuité qui est non erronée, parce que la vacuité se manifeste exactement telle qu'elle est. Ouais, alors que pour toutes les autres consciences, même pour les bodhisattvas, même pour les bodhisattvas, quels qu'ils soient, même pour les arya bodhisattvas, les consciences sensorielles sont nécessairement erronées. Il n'y a qu'un Bouddha qui n'a plus d'erreur du tout. Ouais. Ouais. Donc, il y a la conception d'existence inhérente. En fait, c'est ça. Alors, la conception d'existence inhérente, non seulement elle est erronée, mais en plus, elle est fausse. Donc, il y a ça. Oui, puisque c'est l'objet de négation. Là. Voilà. Parce qu'elle va à l'encontre de l'objet de négation. Oui, exactement. C'est un objet d'abandon, cette conception d'existence inhérente. Ouais. D'accord. Ok, est-ce que ça joue pour la plupart d'entre vous? Ouais. Alors, il est possible qu'il y ait des personnes totalement nouvelles. J'ai entendu quelqu'un ce matin ou même tout à l'heure qui avait des difficultés par rapport à ça. Il est possible que pour vous, ce soit totalement nouveau et dans ce cas-là, ça peut être extrêmement difficile. Si vous n'avez pas suivi de classe de révision au préalable, etc., si c'est vraiment une première approche, là, ça va être très difficile. Alors, on ne peut pas vous le cacher. Il faut vraiment prendre en compte que si on arrive comme ça de but en blanc et sans avoir entendu toutes ces notions-là, c'est très difficile. On ne peut pas juste en 40 minutes tout clarifier comme ça, c'est très difficile. Ouais. Donc il faut juste un peu de patience. Et si vous ne comprenez pas tout, il faut s'accrocher et revenir ensuite aux prochaines discussions. Et normalement, ça s'éclaircit. C'est ce qu'il y a garantie gain là. Il pourrait vous le signer sur un papier de garantie. Ok. Est-ce que c'est clair maintenant? Une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de quoi? Un objet apparent. L'objet apparent. Une conscience fausse, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de quoi? Un objet d'engagement. Exactement. Ouais. Ça veut dire qu'en effet, par exemple, maintenant, si on prend cette conscience visuelle qui voit le reflet du visage sur le miroir, vous voyez votre visage, vous avez l'impression de voir votre visage, mais vous n'y croyez pas. Vous savez très bien que vous n'adhérez pas à cette apparence fausse. Ouais. Donc, ce n'est pas une cognition totalement à l'ouest. Ouais. Elle renseigne sur l'objet d'engagement quand même. Exactement, malgré tout. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Bravo. Et donc, dans la salle, vous aviez des questions, je crois, ouais? Au centre. Vous avez des questions? Vous aviez des questions tout à l'heure, non? Ils sont partis. C'est l'impermanence. Ah, ils sont partis carrément. Bon. Moi, j'ai une question pour mettre un peu plus de doute. Sur la méthodologie elle-même du débat, pour différencier les maîtres indiens et les maîtres chinois. Parce que utiliser le débat pour les différencier, ça me semble un peu comme vouloir, pour différencier la connaissance d'un vin, par exemple, entre œnologue et chimiste. Ce serait demander aux œnologues de démontrer chimiquement le bien fondé de leur démarche. D'utiliser le débat, d'utiliser le raisonnement pour obliger les gens qui n'utilisent pas le raisonnement à montrer comment leur démarche est valide. Ça me semble quand même quelque chose qui est un petit peu biaisé. Ok. Donc, en effet, ce qu'il faut voir, c'est que l'emploi de la raison, de la dialectique, etc., comme on l'a dit hier, ça ne peut pas s'appliquer dans tous les cas, ce n'est pas possible. C'est impossible. Ça veut dire que, par exemple, si on dit le sujet, le son est impermanent car il est produit, on ne peut pas débattre avec ça, sur ça avec quelqu'un qui n'a pas certifié ce qu'est le son, par exemple. Donc, un antagoniste approprié, c'est défini comme étant c'est-à-dire que la définition d'un antagoniste approprié, c'est quelqu'un qui doit avoir certifié l'existence du son, qui doit avoir certifié ce que veut dire impermanent, qui doit avoir certifié ce que veut dire produit, et qui
pas un doute sur l'impermanence du son. C'est quand même assez spécifique comme liste appropriée. On ne peut pas débattre avec tout le monde. Ah oui, mais là, justement, on leur demandait, aux gens qui utilisent une voix non conceptuelle, on leur demandait d'utiliser le raisonnement pour démontrer la validité ou non de leur voix. Alors, en fait, il y a deux contextes. Il y a le contexte méditatif de ces maîtres-là et le contexte de l'explication de leur méthode. Ashram Mahayana disait il faut un désengagement mental parce que qu'on ait une pensée vertueuse ou une pensée non vertueuse, c'est une pensée, donc elle conçoit nécessairement l'existence inhérente. C'est ça qu'il disait. Donc il raisonnait. Il disait on médite comme ça parce que ceci, parce que cela. Et donc s'ils emploient le raisonnement, on peut débattre avec eux. D'accord, ok. Ouais. Oui. C'est pour ça la Tsongkhapa dit non, il y a trois modes d'appréhension conceptuelle. On peut conceptuellement appréhender l'existence en soi, on peut appréhender l'absence d'existence en soi et on peut appréhender simplement l'objet lui-même, le simple phénomène lui-même. C'est pas parce qu'on conçoit quelque chose qu'on le saisit nécessairement comme existant en soi. C'est ce que lui il répond. Oui. Ouais. Ok. Bravo, bravo, bravo. Magnifique. Est-ce que vous aviez d'autres interrogations par rapport à ce matin ou en général, comme vous voulez? Tout va bien? J'ai une petite question par rapport à l'isola. Oui, très bien. Dans tes vidéos, il me semble avoir vu généralité égale auto-isola. Donc du coup, auto-isola, ça veut dire quoi? Généralité égale auto-isola? Ouais, attends. C'était dans la vidéo que tu as fait sur l'implication. Ah, ok. Ouais. Oui. Et tu dis dans impermanent tout seul, dans la généralité impermanent, Oui. dans les textes, on parle de l'auto-isola impermanent. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire que généralité impermanent et auto-isolat impermanent soient équivalents. Hein. Ça veut juste dire que quand on dit le sujet, le son est impermanent car il est produit, produit s'applique à impermanent dans sa généralité, donc impermanent seul, conceptuellement isolé, et pas aux impermanents eux-mêmes. Voilà. Ouais, pas aux instances d'impermanent. Auto-isola, ça veut dire généralité? Alors, en fait, non, un auto-isolat n'est nécessairement pas une généralité parce qu'il n'a pas plusieurs instances. Une généralité doit avoir plusieurs instances. Ouais. Mais là, l'auto-isolat d'impermanent n'a que un permanent. Donc, il n'y a rien d'autre que ça. Alors qu'une généralité doit avoir plusieurs instances. Ouais. Ouais, c'est peut-être parce que je ne sais pas ce que c'est une généralité. Alors, une généralité, c'est quoi? C'est défini comme étant, qui est-ce qui le sait, qui a la définition? Parce que ça fait partie des sujets qu'on doit débattre normalement dans ces thèmes-là. Généralité et instance, ça fait partie des débats. Qui apprennent ces instances, c'est ça? Voilà, une généralité, c'est ça. C'est Rangisarwa, la Jesudoeche, un phénomène qui imprègne ces manifestations. Ouais. Ouais, ou ces instances. Ouais. Ouais, Ok. Très bien. Donc, par exemple, la généralité table. La généralité table, c'est une généralité parce qu'elle imprègne toutes ces manifestations, toutes les tables du monde entier. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que si on parle de la généralité table, on parle, si on dit qu'on ne parle que de la généralité table, ça veut dire qu'on exclut toutes ces instances. Et là, c'est pareil pour le syllogisme. Le son est impermanent car il est produit. Produit s'applique exclusivement à un impermanent, mais pas à ses instances. Pas à table, tasse, etc. etc. Ouais. Ouais, d'accord. Bravo. Excellent. Excellent. Merci. Avec plaisir. Je n'ai pas compris la différence entre isola et auto-isola. Alors, isola et auto-isola, c'est équivalent en fait. D'accord. Ouais. Ah. Oui, ça vous ennuierait, je ne vois pas. Est-ce que vous pourriez redire la différence entre une conscience visuelle erronée et une conscience visuelle fausse? Ok. C'est pas... Ah, voilà. Donc, par exemple, on va dire que si vous voyez au loin une montagne enneigée qui est bleue. Ouais. De loin, elle peut sembler bleue à cause de la réfraction de la lumière sur la neige, etc., etc. Très bien. Donc, il y a quelque chose de totalement hallucinatoire, c'est la montagne enneigée qui serait bleue. Vous êtes d'accord? Donc, au regard de la montagne enneigée bleue, c'est une cognition fausse. C'est une conscience visuelle totalement à côté de la plaque. Mais du point de vue du contour de la montagne,
Là, on ne se trompe pas. Ouais. Donc, du point de vue du contour de la montagne, c'est juste, c'est correct. Ouais. Donc, pour une conscience visuelle, normalement, pour les perceptions directes, si c'est une cognition fausse, on regarde un objet, un seul et unique objet. Si c'est une cognition fausse, c'est nécessairement une cognition erronée. Et si c'est une cognition erronée, c'est nécessairement une cognition fausse. C'est-à-dire que pour une perception directe, il n'y a pas de distinction flagrante entre un seul et même objet. Ouais. Mais on ne peut pas dire, si c'est une cognition fausse, elle est nécessairement erronée, alors que si c'est une cognition erronée, elle n'est pas nécessairement fausse. En général, on peut le dire, mais si on parle des perceptions directes, oui, c'est différent. Ouais. Si une perception directe est fausse, elle est nécessairement erronée. Exactement. Pour des gens comme nous, oui. Oui. D'accord. Et inversement. Et inversement. Oui. Et inversement, parce que c'est le même objet, enfin, c'est la même. Exactement, parce que pour une perception visuelle d'une table, la table est l'objet d'engagement et la table est l'objet apparent. Donc, si on se trompe sur l'un, on se trompe sur l'autre. Donc, pour les directs, c'est faux et erroné, ça va ensemble. Exactement. Alors que pour les conceptuels, si c'est faux, c'est nécessairement erroné, mais si c'est erroné, ce n'est pas nécessairement faux. Voilà. Magnifique. Et oui. Magnifique. Ouais. Elles sont toutes erronées. Les consciences conceptuelles sont toutes erronées, nécessairement. Ouais. Mais même les autres, en fait. Les autres, alors après, c'est un autre niveau. Même les perceptions sensorielles, elles sont erronées aussi. Elles sont erronées aussi. Alors, ça dépend, parce que là, on est dans... Pour les prasangiques, oui. Pour nous, je parle. Oui, ça dépend dans quelle école on parle. Hein. Si on parle des Sutrantika, la définition d'une cognition, d'une perception directe, c'est libre de conceptualisation et ne se trompe pas face à son objet. Oui, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc pour les Sutrantika, une perception directe est nécessairement non erronée. Si elle était erronée, elle serait complètement fausse et on ne pourrait même pas parler de perception directe. On dirait une cognition non conceptuelle fausse. Ouais. Voilà. Parce que non conceptuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Ça veut dire qu'il n'y a pas de concept, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conception. Si, libre de conceptualisation. Alors, en fait, ça dépend. Si on dit non conceptuel, en effet, si on dit non conceptuel, ça ne veut pas dire que ce soit dénué de conception. Par exemple, est-ce qu'une personne est conceptuelle ou pas? Une personne. Et non. Une personne n'est pas conceptuelle. Une personne... Mais est-ce qu'elle est libre de conceptualisation? Et non. Non. Exactement, ouais. Donc, c'est là où il faut dire Torpa dans Delching, libre de conceptualisation. Ça, c'est dans connaître l'esprit de la Tirengotche. Juste au début des perceptions directes, il y a cette mention-là, justement, pour dire libre de conceptualisation, etc. Si on dit juste non conceptuel, ça ne suffit pas. Il y a des débats là-dessus. Ouais. On prête le flanc à des débats. Ouais. Oui. Bravo, magnifique. Donc, après, pour l'objet apparent et l'objet d'engagement d'une perception directe, il peut y avoir des nuances aussi. Il faut faire attention. Hein. Faire attention. Là, on dit simplement la table qui est l'objet apparent et la table qui est l'objet d'engagement. Il n'y a pas de différence, on est d'accord. Mais en réalité, la table est l'objet d'engagement parce que la table, on la comprend visuellement, on est d'accord, on la réalise visuellement. Mais l'objet apparent est beaucoup plus riche que la simple table. Il y a l'impermanence de la table, la production de la table, le fait que la table soit une chose, etc. Tout ça, c'est tout ce faisceau d'informations qui apparaît à la conscience visuelle. Mais ce n'est pas réalisé par la conscience visuelle. C'est inattentif. Ouais. Donc, ça dépend de quoi on parle. Il faut faire attention au sujet du débat à chaque fois. Et Geshe-la nous a bien eu ce matin quand il a changé le sujet du débat en cours de route. Ça fait partie de leur sport favori. Très bien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Magnifique, bravo. Donc, forcément, c'est important d'étudier l'oric pour comprendre ça aussi, ce que veut dire cognition valide, etc., etc. Et de l'appliquer encore et encore au lamrim, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on étudie ça? Un est différent, même entité différente, etc. Pour les deux vérités, pour la personne et les agrégats, il y a énormément d'applications sur la voie, de tout ça. Bravo. Vous aviez d'autres choses à voir avant que Ganla arrive ou pas? C'est bon. C'est bon? Wow, magnifique. Bravo. Et on se retrouve. Oui, vas-y. Quand on change de sujet comme ça au cours d'un débat, comment le défenseur doit-il réagir? Alors, il peut dire c'est de la triche. En fait, il est obligé de donner sa réponse en fonction de ça.
Si par D'accord. exemple, on dit, il s'ensuit que le sujet, la couleur du cheval blanc est blanche, ok, on dit j'accepte. Et si en cours de route, il dit, il s'ensuit donc que le cheval blanc est blanc, là, on est obligé de dire pourquoi. Voilà. Ouais, parce que le cheval blanc n'est pas blanc, n'est pas une couleur. Et c'est pour ça d'ailleurs que vers la fin, vers un débat qui suit, j'ai mis le blanc entre crochets. J'ai mis le cheval blanc, d'ailleurs, c'est dans les réfutations des objections, je crois, de ce chapitre-là. Pas le blanc. Ouais, j'ai mis le blanc. J'ai mis, si quelqu'un dit, est-ce que c'est réfutation des objections, ok. Ouais, exactement, c'est la partie 3 de ce chapitre-là, les couleurs, etc., répondre aux objections. Si quelqu'un nous dit, il s'ensuit que le sujet buquin, blanc, buquin, ça veut dire conque, coquillage, etc., pour garder au masculin, est une couleur, car il est le blanc. J'ai rajouté le blanc parce qu'en tibétain, c'est ça que ça veut dire. Tarpo, Oui. ça veut dire parce qu'il est le blanc. Ouais. Non, en français, c'est bien. En français, c'est plus difficile à traduire parce que. Oui, parce qu'en français, c'est l'attribut du sujet. C'est l'attribut du sujet en français, alors. Exactement. Mais oui, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Là, c'est chez les Tibétains, ça veut dire parce qu'il est le blanc. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça entre crochets, mais en français, ça peut dépendre comment on débat. Est-ce qu'on est plutôt, comment dire, est-ce qu'on veut tourner l'orientation du débat vers ça ou vers ça? En français, on a plus de choix. Mais en tibétain, il n'y a pas de préposition, il n'y a pas de... Et donc, les jeux de mots sont beaucoup plus faciles en tibétain. C'est très dangereux. Oui, parce que nous, en français, quand on dit c'est le blanc, on dit c'est la couleur blanche. Exactement. Et là, on est obligé de dire, bah non, là, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Alors que quand on dit il est blanc, vous avez vu ce matin, quand il a dit bah, le cheval blanc est blanc, là, on a tendance à dire oui. Ouais. Ouais. Ok, bravo, magnifique. On peut faire une pause le temps qu'il revienne et puis on se rejoint dans une minute ou deux. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Oui. À bientôt. Oui, à tout de suite. À tout de suite.